Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle édition du débrief. En première partie de l'édition d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Sahara, à nos provinces du Sud. Comme chaque année en cette période, le dossier bouge à l'approche de la réunion du Conseil de sécurité qui doit porter sur le renouvellement du mandat de la MINURSO. Mais cette année, les choses bougent plus, pourrait-on dire, pour deux raisons. L'arrivée d'un nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, M. Horst Köhler, et l'arrêt rendu dernièrement par la Cour de justice de l'Union européenne. En seconde partie, après la pause, nous tenterons de décoder les résultats des élections législatives italiennes qui se sont tenues dimanche dernier et où les partis anti-système ont raflé la mise et se disputent aujourd'hui le fauteuil de chef du gouvernement. Une lourde crise politique est en vue. Même d'autres élections ne donneraient que les mêmes résultats parce que la différence est très grande entre les premiers et les autres. Nous parlerons de tout cela avec nos invités. Naïm Kamal, directeur et fondateur du site Quid.ma, et le colonel Hassan Saoud, membre chercheur de l'Institut royal des études stratégiques. Vous avez été aussi officier supérieur de la gendarmerie royale. Il n'existe pas véritablement de lien entre la Cour de justice et l'envoyé personnel, hormis le fait que ces deux événements interviennent à quelques semaines du premier rapport que devra présenter devant le Conseil de sécurité l'ancien chef de l'État allemand. Mais la concomitance de ces deux événements permettra de mieux montrer les paramètres tracés par le Maroc face au statu quo qui caractérise cette affaire depuis 40 ans maintenant, 43 ans pour être précis. Le 27 février 2018, donc la semaine dernière, la Cour de justice de l'Union européenne, vous le savez, a émis un arrêt où elle conclut ceci. La Cour juge donc que, dès lors que ni l'accord de pêche ni le protocole qui l'accompagne ne sont applicables aux eaux adjacentes au territoire du Sahara, les actes de l'Union relatifs à leur conclusion et à leur mise en œuvre sont valides. La Cour était saisie dans le cadre d'une question préjudicielle, qui est une question posée par le juge d'une juridiction à un autre juge d'une autre juridiction supérieure pour clarifier et préciser un point de droit. Naïm Kamal, on commence par vous. Que signifie selon vous cet arrêt de la Cour de justice européenne? Ou alors c'est une manière de faire dire au Maroc que le Sahara n'est pas à lui, ce qui est un non-sens? Non, pour moi d'abord, il ne signifie rien. De mon point de vue, d'abord parce que je ne crois pas que la Cour de justice européenne soit une cour internationale pour qu'elle puisse dire le droit à ce niveau-là. Elle est faite pour trancher entre les pays européens et elle doit agir dans ce cadre. Je me demande si on n'aurait pas pu l'éviter même de répondre à son interpellation. Et il a laissé faire son travail. Bon, mais comme on dit que peut-être les absents ont toujours tort, il fallait être présent pour mieux expliciter le point de vue. Cela dit, c'est un arrêté qui est beaucoup plus politique que juridique, qui est en train de mêler des considérations juridiques à des questions qui relèvent de la diplomatie, qui relèvent d'un conflit qui, comme vous avez dit tout au début, depuis 43 ans, qu'on a vu beaucoup de résolutions, beaucoup de jugements, beaucoup de textes passer par là, sans qu'en définitive, ça puisse avoir un impact sur la réalité. Peut-être qu'on va y venir plus tard, on verra qu'il y a dans cet accord, dans cet arrêté, du très mauvais et du bon. Le bon, c'est qu'il faut avoir suivi le pressing que la diplomatie algérienne, les avocats de l'Algérie, du Polisario, les associations qui les soutiennent, ont fait sur la Cour et sur l'Union européenne pour qu'ils deviennent les représentants uniques et les porte-parole uniques de la population sahraoui, ce que ni l'Union européenne ni l'arrêté de la Cour de justice ne leur a accordé. Et donc, c'est un acquis. Maintenant, c'est les perspectives. Que va advenir cet accord ou cet arrêté dans son application? Ça, c'est ce qu'on va voir d'ici juillet avec l'Union européenne dans les négociations. On a eu le communiqué commun Mogherini, M. Bourreta, comme quoi la coopération euro-marocaine est supérieure à tout ce petit tracas. On le verra peut-être tout à l'heure avec les chiffres, qui est quelques poissons de la côte du Sahara, quelques graines de phosphate par rapport aux quantités dont recèle le Maroc. Et on en discute ça. Pour l'instant, je crois qu'il vaut mieux s'arrêter à la solidité de la relation maroco-européenne et retenir que
le Polisario, qui prétend être le représentant c'est une formule qui a été copiée de l'OLP du temps, représentant unique et seul représentant du peuple sahraoui soi-disant, n'a pas été reconnu comme tel par l'Union européenne. Finalement, ce que vous dites de mauvais est que la légalité européenne peut être quelque part considérée comme illégale au regard de la loi internationale, vu que c'est le Conseil de sécurité de l'ONU, l'instance suprême qui s'en occupe et que personne d'autre. Mais on y reviendra. Colonel, à la lecture approfondie de cet arrêt, il s'avère que la décision n'exclut ni ne conteste la légitimité politique et juridique pour le Maroc et l'Union européenne de conclure des accords qui couvrent le Sahara. Alors, est-ce qu'on serait en face d'une simple recherche, d'une adaptation sémantique ou juridique ou quelque chose du genre? Parce que finalement, les choses sont claires. Toutes les dispositions juridiques et des arrêts sont sujets à interprétation et il y a toujours des problèmes d'interprétation. Il faut tout simplement rappeler que c'est un recours préjudiciel en invalidation contre l'Union européenne. Et la Cour du Royaume-Uni a jugé son incompétence. Il a saisi la Cour européenne. Naïm Kamal, on a dit ce qu'il fallait. Maintenant, chacun lira l'arrêt comme il veut, et c'est toujours comme ça. Nous en retiendrons que l'accord est valide. Il est valide, et nous retiendrons surtout que la Commission a été pour suivre ce dossier en prévision de la date fatidique du 14 juillet qui est censée régler cet accord. Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'en inquiète outre mesure. Il y a une réalité et je pense que sur le terrain de la concertation avec l'Union européenne, parce qu'il s'agit quand même d'un accord commercial avant tout. Et je pense, à mon avis, c'est sur le terrain politique et commercial que les choses doivent être éclaircies. Et évidemment, il faut s'y préparer. Vous avez mentionné certaines dates et un calendrier peut-être qui se joignent et qui se suivent, mais l'essentiel, c'est que le gouvernement marocain, avec son Premier ministre, les ministres concernés, ont mis en exergue toute la coopération européenne qu'il faut voir dans son ensemble et que, pour nous, on en parlera tout à l'heure dans sa multidimensionnelle parce que c'est un partenariat stratégique. Et il faut en parler, il faut expliquer le partenariat stratégique. Alors on en parlera tout à l'heure, effectivement, parce que le lendemain de cet arrêt, il y a eu une rencontre entre Mme Federica Mogherini, la haute représentante pour les relations extérieures, et de l'Union européenne, et M. Nasser Bourita, et ils ont signé un communiqué, mais on reviendra tout à l'heure. Il y a un homme qui s'appelle Melchior Watley, qui est procureur belge, qui est procureur général à la Cour de justice, et qui semble être à la manœuvre. Il a eu son premier avis, puis il a eu son deuxième avis, et là on a l'impression qu'il y a quelque part, est-ce que c'est l'Europe qui joue, c'est le procureur ou c'est la Cour de justice? Parce qu'il semble que la Commission soit claire dans ses relations avec le Maroc. Vous savez, c'est un concert. Il y a la batterie, il y a la contrebasse, il y a le violoncelle, il y a le piano, et chacun joue sa partition. Ils ne sont pas raccordés apparemment. Non, si parfois je me pose la question. Est-ce qu'en définitive, nous ne sommes pas en présence d'un jeu de dupes? L'Europe vient conclure des accords sur le plan politique. Par la suite, il y a quelqu'un qui vient, qui interpelle la Cour de justice ou le tribunal, etc. Et puis on nous dit à la Cour de justice et à déclarer et que nous devrions renégocier une manière de vous tenir toujours la bride et de vous tenir dans une position de faiblesse et de demande de reconnaissance pour mieux négocier les volets financiers et économiques d'un accord. C'est une question qu'il faudrait se poser et qu'il faudrait creuser. Moi, j'y crois personnellement. Maintenant, pour le procureur général, on le connaît, il a déjà été ministre de la Justice en Belgique. On l'a vu déjà dans des prises de position pro-algériennes et pro-Polisario. Donc, sur ces teintes et ces nuances politiques et diplomatiques, il n'a pas de secret pour la diplomatie marocaine, ni pour les avocats marocains. Maintenant, qu'il essaye, parce que de toutes les manières, il est sur l'essentiel. Sur l'essentiel, il est sur le même tempo que la Cour. C'est que
l'accord ne s'appliquerait pas aux eaux adjacentes du Sahara. Ça, là, il y a une harmonie, il y a un accord entre les deux. Et donc, bon, mais le personnage est ce qu'il est, c'est un avocat général, il plaide, enfin, ou il fait plutôt le réquisitoire qu'il entend. La Cour a retenu ce qu'il voulait, il a retenu l'essentiel. C'est-à-dire, vous savez, les cours de justice, généralement, c'est leur propre. C'est de donner à chacun quoi grignoter dans un arrêté. C'est ce qu'a dit d'une autre manière le colonel Saoud. Exactement. Alors, il faut faire avec. Il faut faire avec. Je l'ai dit tout à l'heure. On a vu des accords passés. Il y a un problème. C'est l'essentiel. Il a été dit et redit. Un, c'est que le référendum est inapplicable au Sahara parce que dès le début, il a posé un problème d'identification. On peut en parler. Il concerne les populations sahraouies retenues à Tindouf. Combien sont-ils? Il y a un refus de recensement têtu et obstiné de la part de l'Algérie. Tout à l'heure, on en parlait en dehors du plateau avec le colonel Saoud. Il le disait, c'est anormal qu'un pays puisse avoir des réfugiés et qu'il refuse au Haut Commissariat de réfugiés de venir compter ces réfugiés ne serait-ce que pour l'aide qu'ils perçoivent des Nations Unies et des organismes internationaux. C'est ce qu'a dit le chargé d'affaires à l'ambassade du Maroc à Genève hier, en disant que l'Algérie est le seul pays qui reçoit des réfugiés et qui refuse de les recenser, qui refuse de les aider. Exactement. Donc, ça a été dit clairement. Il y a ce fait, il y a un fait qui a été dit, qui est parfois sous-entendu, c'est qu'il n'y aura pas de solution au Sahara si l'Algérie ne fait pas un pas, 2 ou 3 envers le Maroc. Parce que le Maroc a bougé, l'Algérie n'a pas bougé. Alors, on reviendra, si vous me permettez, Naïm, parce que ça fait partie des 4 points qui ont été mentionnés par le roi Mohamed VI le 6 novembre. Mais, colonel, le gouvernement marocain, aussi bien le chef du gouvernement, Saadine Latmani, que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, que le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, Aziz Akhnouch, ont été très clairs, et ça on le savait déjà, que le Sahara est une ligne rouge. On ne transige pas là-dessus. Alors, il y aura renégociation de l'accord en juillet 2018. Comment pensez-vous que ça se fera, alors que les Européens, pour reprendre ce que disait Naïm, sont en train de tergiverser et que les Marocains sont très clairs et très fermes là-dessus? Comment vous pensez que ça pourrait se faire? Vous savez, la feuille de route a été clarifiée à l'occasion du discours royal du 6 novembre dernier. Souveraineté, intégrité territoriale, solution d'autonomie jugée crédible et appropriée et applicable par la communauté internationale. C'est des lignes rouges, comme vous avez dit. Maintenant, en ce qui concerne l'Europe, on avait vu dans le communiqué conjoint Union européenne-Maroc qu'il reste fidèle au partenariat stratégique entre l'Union européenne et le Maroc. Et ça, il faut l'expliquer. Le partenariat stratégique, c'est du global. C'est un package. C'est un grand package qu'il faut voir dans son ensemble. Il n'est pas question d'isoler la pêche. Ceci dit en passant que la pêche nous semble déficitaire. Et des dires du ministre de l'Agriculture, c'est 7 milliards de déficit. Et donc, c'est 7 milliards d'euros. Et c'est l'Europe qui en bénéficie. Deuxièmement, 7 milliards d'euros, excusez-moi de vous interrompre, pour 50 millions, 50 millions d'euros qui sont versés au Maroc en échange de la pêche. Voilà. Mais pour nous, c'est quand même une activité plus importante de l'autre côté de la rive, le sud, la Galicie, les Canaries et l'Andalousie, où l'activité pêchère est très importante, où ce sont des revenus. Secondo, quand on parle de partenariat stratégique, vous savez que le Maroc fait des efforts importants en ce qui concerne la sécurité européenne. Nous sommes la réelle frontière sud de l'Europe. Imaginez-vous que nous avons depuis 2004 et bien avant un dispositif sécuritaire, militaire, terre, air, mer, renseignement qui est opérationnel et qui nous coûte, écoutez-moi bien,
300 millions d'euros par an. Cumulés, alors cherchez l'erreur. Et donc, ce n'est pas à négliger. Si vous ajoutez le nombre d'immigrés qu'on est en train de régulariser, parce qu'ils étaient destinés à l'Europe, et à la place de l'Europe, nous sommes devenus un réceptacle consenti par la terre d'accueil, par la volonté royale, humanitaire, sociale, et par rapport à notre prolongement africain. Mais il faut regarder tout ça. Est-ce que le Maroc, face à ces sacrifices-là, est-ce qu'il ne peut pas avoir une contrepartie pour 50 millions Je pense, et comme les officiels l'ont dit, on est capable d'abandonner si l'Union européenne ne fait pas l'effort qu'il faut. Alors, au-delà du fait que le Sahara soit effectivement une ligne rouge, Naïm Kamal, Aziz Akhannouch et Nasser Bourita, les deux ministres, ont précisé clairement que tout ça doit être géré au niveau du Conseil de sécurité et rien d'autre. Imaginons qu'en juillet 2018, les Européens commencent à donner des conditions qui ne seraient pas applicables. Donc on revient à ce que disait le colonel, mais est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que c'est en fait l'Union européenne qui perd, mais est-ce que le Maroc ne perd pas non plus? Écoutez, il n'y a pas photo, le rapport de force est connu. C'est le Maroc face quand même à 27 pays. Dont au moins 4 ou 5 comptent parmi les puissances économiques du monde. Ne serait-ce qu'en citant l'Allemagne, en citant la France, en citant l'Italie, voire, même si elle se situe aujourd'hui en dehors de l'Union européenne, la Grande-Bretagne. C'est-à-dire le flux d'échanges est tel que le rapport de force n'est pas égal. Mais l'essentiel est que le Maroc apporte, il n'y a pas de petit marché, il n'y a pas de petits clients. Le Maroc apporte, ici l'Europe ne trouvait pas son compte dans sa coopération avec le Maroc et ne serait pas aussi attentive à ses doléances, à ses craintes, sachant que dans le rapport, le Maroc est déficitaire. C'est l'Europe d'abord et les pays avec lesquels le Maroc entretient le plus de relations économiques qui sont gagnants dans l'histoire. Bien sûr, mais je ne crois pas un seul instant que l'Europe puisse vraiment aller à la rupture, même si le Maroc pose ses conditions. Il dit, bon, c'est un paquet, c'est tout ou rien. Mais il va falloir expliciter. C'est tout ou rien, c'est quoi? C'est tout ou rien concernant l'accord de pêche et agricole. Est-ce qu'il s'applique à l'ensemble du territoire national tel que le Maroc l'affirme? Ou est-ce qu'il concerne l'ensemble des relations maroco-européennes? Je ne crois pas qu'on en soit jusque-là. Aujourd'hui, bon, on sait, si vous ne voulez pas appliquer l'accord à tout le territoire national, et on le verra dans vos chiffres tout à l'heure, que ce qu'avait été dit par le roi, je ne m'appelle plus la date du discours, c'est que contre 1 dirham produit dans les provinces du sud du Sahara, et le Maroc investit 7 dirhams, et que bon... De toute manière, en cas de rupture, en cas de non-reconduction de l'accord, on peut passer au bilatéral. Donc le Maroc est dans une position où il dit, bon, ben, si vous ne voulez plus être client des accords agricoles, il y en a d'autres qui sont dans l'attente. On va aller les chercher ailleurs. Alors, colonel, quels sont les paramètres de traitement, les paramètres sur la base desquels, les fondements sur la base desquels doit être traitée cette affaire selon les Marocains? D'abord, je voudrais, si vous permettez, apporter un éclaircissement concernant cet arrêt. Cet arrêt est un arrêt sec qui ne tient même pas compte qu'il y a une population dans ce territoire, dans le Sahara marocain, qui est une population et qui exerce des activités économiques et de pêche et qui sont concernés. Alors, quels sont les paramètres? Parce que le temps nous presse. Alors, les paramètres, ligne rouge, il ne faut pas les dépasser. L'intégrité territoriale, la dignité des Marocains, parce que c'est une affaire consensuelle où les Marocains ont prêté serment de fidélité au serment de la Marche verte, dont Sa Majesté est le garant. Et je pense qu'en dehors de ce paramètre et de cette ligne rouge, le Maroc
est connu pour sa flexibilité dans les concertations avec l'Union européenne. Reste que l'Union européenne doit comprendre tous ces paramètres pour avoir un accord futur d'ici juillet équilibré et qui tienne compte de l'importance cardinale Alors justement, de la position marocaine. Je reviens un peu sur le discours du roi Mohamed VI le 6 novembre, où il parlait des 4 points fondamentaux, et qui était que tout se fera dans le cadre de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, que l'Algérie doit faire partie du tour de table et qu'on ne doit pas sortir d'autres paramètres qui soient nouveaux et qui ont été déjà réglés par les résolutions de l'ONU. Alors face à tout ça, Naïm Kamal, face à tout ça, la Cour, donc la fameuse Cour de justice, rappelle que les deux conditions à ses yeux de l'inclusion du Sahara dans l'accord de pêche sont l'accord des populations concernées et la confirmation de leur intérêt dans tout accord. Mais il y a des chiffres, avec un plan de développement de 7 milliards de dollars qui a été annoncé par le roi il y a 2 ans, avec des investissements massifs de l'OCP. Là, j'ai les chiffres d'un cabinet international, KPMG pour ne pas le citer. L'OCP a investi depuis 1976 40 milliards de dirhams et investira encore 22 milliards d'ici à 2020, sachant que au Sahara, il n'y a que 1,6% des réserves de l'OCP et que le chiffre d'affaires qui vient du Sahara est de 6%. Donc finalement, est-ce qu'on peut dire que l'Europe suit ou ne suit pas ce qui se passe au Sahara? Parce que les chiffres sont clairs. Bien sûr qu'elle suit. Bien sûr qu'elle sait. Elle n'a jamais contesté. Elle ne veut pas savoir. Elle fait semblant de ne pas savoir. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu de dupes. Il y a une ignorance volontaire de ce qui se passe, de ce qui se fait. Il n'y a qu'à voir les images de l'Ayoun ou de Dakhla ou de Smara lorsque le Maroc a récupéré en 1975 et les régions du Sud et voir ce qu'elles sont devenues aujourd'hui pour comprendre qu'il y a un essor de développement. Maintenant que la Cour dit qu'il faut que la population du Sahara dise son point de vue. On est d'accord qu'ils disent son point de vue, il n'y a pas de problème. Ils le disent d'ailleurs en participant aux élections législatives, aux élections communales, aux élections régionales, en étant dans les présidences des régions. Alors pourquoi dans ce cas-là ne pas demander aux populations de l'Gharb de dire leur avis sur les accords agricoles? C'est tout le caractère non logique, finalement. C'est une forme d'émixtion flagrante dans des affaires internes à dessein pour essayer toujours d'introduire cette nuance de l'existence d'un territoire non autonome. Alors cette question de... Pardon? Oui. Mais en même temps, elle a tenté de rééquilibrer en ne donnant pas cette représentation au Polisario. Bon, on est dans ce jeu-là. Le chaud et le froid. Vous avez mentionné un fait très important qui est celui des élections qui ont eu lieu et des représentants du Sahara qui sont dans les institutions marocaines. Mais on en parlera après la pause. Nous nous retrouverons donc après quelques instants de pause. Merci. Rebonsoir, nous nous retrouvons pour cette seconde partie du débrief dans notre débat sur le Sahara entre justice européenne et diplomatie onusienne, avant d'aller en Italie pour décortiquer les résultats des élections générales. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes ce soir avec Naïm Kamal, directeur et fondateur du site Quid.ma, et le colonel Hassan Saoud, membre chercheur de l'Institut royal des études stratégiques. Alors nous parlions juste avant la pause de la représentation des institutions et de l'accord des populations du Sahara, comme disait l'arrêt. Nous passons à la rencontre qu'il y a eu avant-hier entre la diplomatie marocaine et M. Horst Kohler, envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU. Alors, quel était en fait l'objectif, Naïm Kamal, de l'envoyé personnel avec cette réunion de Lisbonne? C'était quoi son objectif? Qu'est-ce qu'il attendait? C'est de l'inscrire dans la continuité de ses contacts qu'il a d'abord voulu faire à Berlin et que le Maroc, peut-être pour une question d'agenda international du ministre des Affaires étrangères et de la diplomatie marocaine, n'a pas voulu répondre ou n'a pas pu répondre. Et donc cette rencontre se poursuit. Je crois qu'il y a eu une déclaration aujourd'hui de Nasser Bourita juste après la rencontre. Il a dit que c'est une rencontre qui s'est déroulée dans le respect le plus total, dans un échange, et qu'elle constituait et continuait à porter sur la compréhension des modalités. Donc on est en train de rien négocier pour l'instant, mais on est en train de chercher les modalités et les bases sur lesquelles cette médiation, entre guillemets, cette médiation de colère ou cette supervision des contacts ou d'une recherche de solutions au nom de l'ONU
dans la région pourrait se faire. Pour le Maroc, l'a dit, il a pris position clairement, les limites sont connues, la souveraineté marocaine est incontestable, nous sommes prêts pour une large autonomie, nous en avons fait des propositions, elles ont été jugées crédibles et le deuxième terme, le deuxième qualificatif, je l'ai oublié, crédible et sérieux, crédible et sérieux par la communauté internationale, que sur cette base, le Maroc avait déployé, d'ailleurs, c'était à Berlin, au temps de James Baker, avait déployé une stratégie susceptible de répondre au contenu des résolutions du Conseil de sécurité qui a toujours dit une solution mutuellement équitable et mutuellement acceptable. Or, le mutuellement acceptable ne peut être qu'au milieu. Or, aujourd'hui, celui qui est au milieu, c'est le Maroc. De l'autre côté, on reste statique, on ne bouge pas, tout en essayant de toujours mettre sur le dos du Maroc le blocage, alors que le Maroc ne fait pas le blocage. Maintenant, il s'agit de ne pas sortir de la logique du Conseil de sécurité. Ce n'est pas chaque fois qu'il y a un nouveau représentant qui arrive, il va essayer de trouver de nouvelles formules, alors que lui-même dit qu'il n'a pas de formule magique. La seule formule magique qui existe et que devrait comprendre tout représentant, c'est de trouver la solution mutuellement acceptable sans essayer de dévier, de sortir des sentiers déjà tracés et connus d'une solution de l'affaire. Donc, je crois que ce qui a été explicité aujourd'hui par c'est une bonne partie de déduction. Mais dans sa déclaration, il a bien précisé que c'était juste un contact pour encadrer ce qui pourrait être fait à l'avenir. Alors, pour être précis, on n'est pas encore dans la négociation. Voilà ce qu'a dit Nasser Bourita précisément. Il ne s'agit pas d'un processus de négociation ni de négociation, mais d'un contact pour discuter de l'évolution du dossier où on a présenté le contexte dans lequel cette affaire est née. Mais colonel, pourquoi à Lisbonne? Sachant que dans le courant du mois de janvier et de février, M. Koller avait reçu le chef de la diplomatie algérienne et les filleuls du Polisario. Pourquoi à Berlin? Pourquoi les Marocains sont déplacés à Lisbonne et pas à Berlin? Est-ce que ça rentre dans le cadre de ce qu'a dit Bourita de, justement, ce n'est pas une négociation? Voilà, on n'est pas obligé d'épouser le calendrier de l'envoyé spécial. Le Maroc est souverain et il décide en commun accord. On n'est pas obligé d'aller à Berlin ni à Bruxelles, là où il a discuté avec le ministre des Affaires étrangères algérien et le représentant du Front Polisario. Lisbonne convient, c'est une ville européenne aussi, donc on n'a pas quitté l'Europe. Mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est sur la forme. Sur la forme, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a mis en exergue un symbole très important. Il est accompagné de deux grands élus régionaux de cette partie du Maroc. C'est des gens élus, c'est des gens qui sont inscrits dans la démocratie locale, régionale, provinciale, locale, et donc c'est des structures, mais c'est une espèce d'autonomie. La Constitution de 2011 a consacré la région comme entité décentralisée avec des pouvoirs énormes de gestion financière, etc. Nous sommes sur la voie. Sa Majesté a parlé d'autonomie avancée. Et nous sommes sur le processus est là. Qu'est-ce qu'on va dire à M. Koller? Écoutez, si à chaque fois qu'un représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies revient pour qu'on refasse le match, je pense que ce n'est pas fructueux. Il y a une proposition. Il faut en débattre les modalités. L'autonomie avancée est la seule qui existe parce que tout a été figé depuis. Personne n'a fait une autre proposition. Donc celle-là reste en vigueur et l'intégrité territoriale, il est intransigible, il est non négociable. Et sur la base de l'autonomie avancée, c'est sur cette base-là que concrètement, on peut arriver à la solution définitive de ce dossier
Encore faut-il en tracer les modalités pratiques et arrêter à chaque fois. Mais nous sommes dans de la théâtralisation inutile. Un point très important, je voudrais revenir dessus avec vous, Naïm Kamel. La composition de cette délégation. Le ministre des Affaires étrangères, le représentant permanent à l'ONU, M. Omar Hillel, et 2 présidents de région, la région de Dakhla et la région de l'Ayoun, M. Khattat et Ould Rachid. Quand on voit Nasser Bourita partir en Europe ou ailleurs pour présenter, exposer et défendre le dossier marocain, en général, il se déplace tout seul. Mais là, avec M. Koller, il était avec donc, les élus du Sahara. Est-ce que vous avez la même lecture que le colonel? Ah, mais écoutez, l'implication de M. Omar Hillel tombe sur le sens. Il est le représentant du Maroc, représentant permanent du Maroc à l'ONU, là où se discute l'affaire, là où est traitée l'affaire. Donc, il n'a pas amené avec lui le représentant du Maroc à l'Union africaine, mais à l'ONU. Donc, et puis, il est toujours aux prises avec le dossier au sein de l'instance internationale. 2 présidents des 2 grandes régions des provinces du Sud, Khali Henna, Hamdi Ould Rachid et celui de Dakhla, c'est des élus. C'est pour dire, vous voulez parler aux Sahraouis, voilà des Sahraouis. Représentatifs, élus. Et qu'il n'y a pas que des Sahraouis de l'autre côté. Le message est clair. Alors que l'élection qui s'est déroulée, l'élection des régions n'a été contestée par personne à l'international. Il y avait même des observateurs. Vous savez qu'il y a eu, pendant longtemps, l'Algérie et le Polisario, chaque fois qu'il y avait un Sahraoui d'origine dans une délégation marocaine, il le refusait, il le rejetait, et parfois, souvent, on a obtempéré, on a même refusé Khali Henna Ould Rachid. On a refusé quelqu'un comme Omar Hadrami, qui lui était un historique de Polisario. Il était un bon Sahraoui quand il était au Polisario. Quand il est revenu au Maroc, à la mère patrie, il est plus bon Sahraoui. Donc il fallait arrêter, et je crois que ça a été finement mené et ça a été intelligent. En même temps, vous voulez discuter avec la population sahraoui. La population sahraoui a élu démocratiquement ses représentants. Vous pouvez, et ce n'est pas dans un congrès de parti unique, mais dans des élections multipartites et plurielles. Et ça, c'est à mon sens très important. Je voudrais revenir à quelque chose que disait le colonel Saoud il y a un instant. C'est que, revenir à quoi? Il y a plus maintenant de pratiquement 20 ans que le constat a été fait, et pas par nous, par le Conseil de sécurité, par l'ONU, par les représentants du secrétaire général, que le référendum, pour un problème d'identification des populations, pour plusieurs raisons, tribalisme, nomadisme, etc., n'a pas été possible. Qui va voter et qui a le droit de voter? On a même vu des aberrations où on déclarait le fils comme ayant droit au vote et le père comme n'ayant pas droit au vote. Et devant de tels dilemmes et de telles contradictions, James Baker, et on est arrivé dans la première phase de son action, qu'il y a une infaisabilité de ce référendum, qu'il faut trouver d'autres voies. Le référendum n'est possible que quand il vient couronner une solution politique déjà acceptée. On ne joue pas une géopolitique, une géostratégie, une sécurité régionale comme on joue au dé et au casino. Il faut d'abord savoir, les Algériens ne sont allés au référendum qu'une fois qu'ils s'étaient mis d'accord avec De Gaulle sur les accords d'Évian. Ils se sont mis d'accord sur une solution, les contreparties de cette solution. Et une fois cette solution établie, qu'on a été la consacrer par un référendum. Il ne faut pas aujourd'hui nous raconter des histoires, on va nous dire on va faire des élections d'autodétermination, comme à chaque fois que ça revient comme une litanie dans le discours de l'Algérie et du Polisario, on va faire le droit à l'autodétermination. Oui, on est d'accord, le droit à l'autodétermination. Quand vous parlez de ça, on reste avec vous, la résolution 2351 a été très claire. Elle demande clairement nommément aux États voisins de s'impliquer, c'est-à-dire aux Algériens et aux Mauritaniens. Ça a été aussi le cadre précis
précis fait par le roi Mohamed VI. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas les Algériens autour de la table, ben, il n'y a pas de négociation. Ils sont où, les Algériens? Et ils sont là, ils sont en dehors de la légalité. J'en arrive à voir mon colonel juste après ça, mais succinctement, parce qu'on va passer quand même au deuxième thème. Ils sont là où ils ont toujours été. Parce qu'ils ont pour objectif, ils ont toujours dit que l'affaire du Sahara fait partie de leur sécurité nationale. C'est une affaire de sécurité nationale algérienne. Il faudrait qu'un jour on nous explique comment et pourquoi. Ça, ils ne nous l'ont jamais expliqué alors qu'ils l'ont déclaré. Et à partir de là, ils n'arrivent pas à bouger. Bien sûr, ils ont leurs problèmes internes. Ils les ont toujours eus. Depuis 1979, depuis la mort de Boumedienne, ou plutôt en 70, depuis 78, depuis la mort de Houari Boumedienne. Et ils sont toujours en plein problème interne. Ils sont toujours à la recherche d'un équilibre de pouvoir. Il n'y a jamais eu, depuis, un pouvoir assez solide, assez homogène, comme il le fut au temps de Houari Boumedienne, pour qu'il puisse vraiment être un interlocuteur. Mais ça n'excuse rien et ça n'explique rien. Alors, on va les laisser à leurs problèmes en leur espérant une prompte rémission. Colonel, dernière question sur le sujet. Que peut-on maintenant, à la lumière de tout ce que nous avons dit, que peut-on attendre du rapport qui devrait être soumis par M. Horst Kohler dans les prochaines semaines? Et finalement, quand on voit encore une fois ce qui se passe et comment c'est en train de se passer, est-ce que le Maroc ne serait pas tout simplement en mode écoute, pour reprendre l'expression utilisée par Horst Kohler quand il était là? Tout à fait. Bon, c'est vrai, il est on attend de voir. Dans un premier round d'observation, il était à l'écoute. Je pense qu'à Lisbonne, on doit l'être aussi en ce moment. Vous savez, qu'est-ce qu'on doit en attendre? On doit surtout en attendre qu'il quitte la posture de l'ancien secrétaire général, de son prédécesseur, l'impartialité, et dans le rapport, qu'il dise exactement ce qu'il a constaté. Au-delà de l'euphorie de sa réception à Tindouf, il y a des problèmes. Il faut qu'il en parle. Il faut qu'il parle de l'enrichissement des dirigeants qui sont à Alger et qui en défendent à l'étranger et qui privent les séquestrés de Tindouf des éléments de base, y compris les enfants. C'est ça. C'est ce qu'a dit Hassan Boukili, le chargé d'affaires. Évidemment, le rapport de l'Office de lutte antifraude est clair et il les a coincés avec la complicité des Algériens. Et dites-vous bien que les denrées de HCR, qui viennent d'ailleurs, sont taxées. Et les taxes rentrent dans le trésor public. Très bien. Dernier point, vous savez, l'Algérie a le malheur, par rapport à la résolution, d'avoir les deux qualités, parti et voisin. Et c'est à ce titre-là qu'on doit exiger qu'ils soient présents aux côtés de leurs parrainés, pour qu'on puisse trouver une solution définitive au problème. C'est parfaitement clair. Nous allons donc attendre le rapport de M. Horst Kohler qui va présenter devant le Conseil de sécurité. Et puis, ce que va en dire le Conseil de sécurité rediscutera. Et le secrétaire général. Et nous en rediscuterons très certainement. On passe à l'Italie. Dimanche dernier, les Italiens étaient appelés aux urnes pour des élections générales. Grosse surprise pour eux, un peu moins pour les observateurs. Ce sont les partis anti-système qui ont raflé la mise, avec le mouvement 5 étoiles qui est arrivé, populiste, qui est arrivé largement en tête avec 32,6 des voix. Et la coalition de droite et d'extrême droite, la Ligue, anciennement Ligue du Nord de Matteo Salvini, et Forza Italia de Silvio Berlusconi avec 37%. Mais personne ne dispose de la majorité absolue pour former un gouvernement. Nous allons donc vers une crise politique où nous sommes déjà en crise. Alors, Naïm, après l'incertitude en Allemagne, après l'instabilité en Espagne, voici venu le tour de l'Italie de donner un grand coup de botte à la politique traditionnelle en Europe. Comment vous voyez les choses? Vous avez oublié les frayeurs françaises aux élections présidentielles. On y arrivera tout à l'heure. Aussi. Non, parce qu'on parle de l'Allemagne, de l'Espagne. J'aurais pu aussi parler de la Grèce avec Syriza. Il y a pas mal de pays qui sont l'Europe centrale aussi. Je parle là où le populisme et l'extrême droite. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Je parle là où le populisme et l'extrême droite battent en brèche disons, ce qu'ils appellent le système. Parce qu'eux-mêmes se définissent comme anti-système. Écoutez, on est dans la foulée de ce qui se passe en Hongrie, de ce qui se passe en Pologne aussi. Il y a l'extrême droite partout en Europe qui est en progression. Je crois que le souvenir et la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale et du fascisme est en train de s'estomper d'abord des esprits.
70 ans après, les c'est en générations train de qui se ont faire. connu, il faut peut-être que des anthropologues et des sociologues se penchent. Il faut qu'on arrête de seulement dire c'est une histoire d'immigration, de répartition. Il faut voir si cette résurgence de l'extrême droite et du fascisme n'est pas aussi un aspect anthropologique et sociologique qu'il faudrait étudier de près. Donc, C'est la c'est peur de vrai. l'autre. Maintenant, c'est vrai que Angela Merkel en Allemagne a payé pour sa politique migratoire. Elle en avait reçu un peu 1 million. Et l'Italie, depuis le début du flot C'est à peu près dans les 600 000. un peu plus, entre 600 et 700 000, on va dire, je crois, dans les 669 000, Voilà. si mon souvenir est bon. Donc, et que ça impacte, et que l'Europe l'a laissé comme un pays tampon, comme on est en train de laisser le Maroc ici, de ce côté-ci, comme un pays tampon entre le flux migratoire. L'Europe a un sérieux problème avec la migration, aussi bien au avec niveau les italique, au migrations. niveau turc, au niveau marocain. Est-ce qu'on peut vraiment, et c'est la question que je me pose actuellement, je n'ai pas encore une réponse toute faite, toute claire, toute nette sur cet aspect des choses, mais est-ce vraiment juste le flux migratoire quid de la Pologne, quid de la Hongrie, quid de l'Autriche, qui, eux, ne sont pas vraiment devant des flux migratoires très forts, qui peuvent, à ce point-là, déstabiliser. Il y a une réelle résurgence de l'esprit fasciste, de l'esprit extrême droite, de l'esprit nationaliste, dans le mauvais sens du terme, pas patriotique. On ne va pas dire fasciste, on va dire extrême droite, parce qu'il n'y a pas, le fascisme étant quelque chose. En Italie, il y a dans la Ligue, enfin l'ex-Ligue du Nord, qui est aujourd'hui la Ligue tout court. Les rejetés à la mer. Les rejetés à la mer, il y a un Roland fasciste. Alors, le chef, colonel Hassan Saoud, le chef du mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, les leaders de la Ligue, revendiquent tous les deux le droit, voire même le devoir, disent-ils, de former un gouvernement. La balle est dans le camp du président Mattarella. Que pensez-vous qu'il fera? Allez, on va faire un pronostic. Qui l'appellera, d'après vous? D'abord, l'Italie, les crises politiques, c'est un sport national. Ce n'est pas nouveau. C'est important, ils ont l'habitude, et puis c'est la marque fabrique de la maison. Quand on regarde les élections législatives dernières et du Sénat, on a un visage politique éclaté, clivé. Qu'est-ce qu'il y a réellement? Il y a un clivage nord-sud, très important. Vous avez le mouvement 5 étoiles au sud, et dans les villes, vous avez le Parti démocrate, et puis à la droite. Vous avez un autre élément. La droite est plutôt au nord. Au nord, plutôt, voilà. La Ligue, Et le Parti démocratique dans les villes. Mais vous avez aussi presque la déconfiture des partis traditionnels. Nous sommes dans une tendance lourde. Et c'est exactement le même schéma qui s'est produit en France. Le Parti socialiste et la droite ont été complètement laminés parce qu'il y a une nouvelle compréhension des choses et il y a de nouvelles idées. Et donc, c'est une tendance lourde, comme le disait si bien Naïm Kamel, jusqu'en Scandinavie. L'émergence des mouvements souverainistes, extrémistes, fondés d'abord sur la peur de l'immigrant, l'islamophobie, la xénophobie, et puis il y a de l'eurosceptisme là-dedans. Il y a la crise aussi, il y a une oui, grande crise, il y a la n'arrive crise, pas à s'en sortir. mais il y a un euroscepticisme. Donc vous pensez que c'est un gouvernement qui ne va pas être fait finalement? Parce qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Forza Italia avec le centre-gauche de Matteo Renzi, l'ancien chef du gouvernement, mais ça ne sera pas tenable. Le mouvement 5 étoiles ne peut pas. Est-ce que vous pensez que ça va durer longtemps ou on ira vers d'autres élections? À mon avis, les combinaisons que j'ai essayé de voir, le pays sera ingouvernable à court terme. Pourquoi? Parce que les deux premiers, même alliés à des gens proches, ne peuvent pas avoir une majorité. Secondo, le mouvement 5 étoiles et puis la Ligue ou
le parti de Berlusconi ne peuvent pas faire une majorité. Ils ont déjà dirigé le gouvernement, mais à eux deux, ils ne pourraient pas. Même un gouvernement minoritaire ne pourrait pas marcher et négocier chaque loi au cas par cas. Mais ça n'est pas Les possible. Italiens sont coutumiers, ils sont habitués. Ça marche à de la coalition aussi. Il faut avoir une majorité coalisée pour diriger le pays. Il reste évidemment que le président, qui est le garant de l'équilibre et de la poursuite des institutions, qui a une marge de manœuvre, mais à mon avis, premier scénario des élections, et puis le gouvernement qui est en place continuera, et des nouvelles élections qui risqueraient de faire une bis repetita. Vous savez, un responsable, un ministre, un ancien ministre allemand a dit qu'il ne faut pas refaire les élections en Allemagne parce que le même contexte engendrera les mêmes résultats. Et c'est ce qui va se passer en Italie. Alors, Naïm Kamal, vous parlez tout à l'heure de la France. Alors, comme la France, comme l'Espagne, comme la Grèce, comme partout, des partis traditionnels et traditionnellement forts ont été éliminés. Là, on a le parti de l'ancien chef du gouvernement, Matteo Renzi, qui est arrivé à la 3e place. Forza Italia, qui a quand même dirigé l'Italie pendant une dizaine d'années avec Silvio Berlusconi, est à la 4e place. Est-ce que vous ne voyez pas une nouvelle donne, une nouvelle redistribution générale au niveau de l'Europe? Et qu'est-ce que ça peut donner pour la suite? Parce que ça devient franchement préoccupant. On va dire rien que préoccupant. On va s'arrêter maintenant au préoccupant. Mais ça serait vraiment jouer à Madame Soleil, à la voyance, pour dire... Ah ben non, mais ça, ce sont des faits. Vous avez la République En Marche qui arrive de nulle part. Vous avez... Oui, il y a... Mais regardez ce qui se passe. En France, il y a eu tout de même suffisamment de génie pour faire émerger un nouveau parti, une nouvelle majorité, composée des anciennes majorités. Parce que finalement, la République En Marche... C'est l'opportunisme politique. Oui, mais l'opportunisme politique, c'est une monnaie courante. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On ne fait pas de politique sans opportunisme. Et l'opportunisme n'est pas toujours négatif. Il peut être aussi positif, parce que opportuniste... Le terme opportunisme en football et en politique est une qualité. Quand tu saisis une bonne opportunité, c'est une très bonne chose. Donc, il y a l'émergence d'une nouvelle génération, mais également la recomposition du champ politique. Il y a des gens qui ont divorcé avec les leurs. Il y a une clarification. Par exemple, vous prenez en France les Républicains. Il y a une clarification à l'intérieur, c'est-à-dire le centre et la droite ne sont plus imbriqués. Même une partie de la droite qui était au sein du RPR, puis de l'UMP, puis a fini par se détacher de Laurent Wauquiez, qui lui vire plutôt vers Madame Le Pen, vers l'extrême droite. Mais Madame Le Pen, qui est une amie de Matteo Salvini. Voilà. De Matteo Salvini de la Ligue de droite. D'ailleurs, il a été très, très heureuse quand il leur a dit quand l'Europe va vivre une nuit de cauchemar ou une mauvaise nuit au vu du résultat de l'Italie. Au vu de résultat, ça veut tout dire sur l'avenir. Il y a aujourd'hui un euroscepticisme. Il y a un problème face à la migration et il y a un problème, comme j'ai dit tout à l'heure, de la mémoire qui s'estompe. Et qu'il y a des relents de l'extrême droite qui reviennent. Comment tout cela, est-ce que l'Europe aura suffisamment d'énergie pour renaître de ses cendres, pour trouver de nouvelles voies, pour devenir plus compatible avec les attentes de sa population ou non? Je voudrais juste préciser. Non, je sors du sujet maintenant, juste pour ajouter quelque chose. Mais alors, à ce que très rapidement. Ce que disait le colonel Saoud tout à l'heure sur les possibilités du président italien, il a la possibilité de nommer une personnalité neutre pour diriger un gouvernement qui, le temps que ça se stabilise, pour voir ce que ça peut donner. On l'a vu en Espagne. On a refait les élections plusieurs fois, on n'a toujours eu jamais de majorité. Donc ça va compliquer les choses. Voilà. Merci messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débrief. D'ici là, restez sur Medi 1 TV. L'information et le divertissement continuent en continu. Merci et très bonne soirée à vous. Merci messieurs.